C'est une première pour nous. À la fois faire une émission de stream et à la fois participer donc à une émission sur Twitch No Code. Donc aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter ce qu'est l'outil Silex. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir aussi, avec l'intervention de Valentin, voir la différence entre Silex et notamment Webflow. Voilà. Après, on vient de me dire qu'on n'est quand même pas en live, mais donc n'hésitez pas à nous dire pour être vraiment sûr que nous sommes vraiment en direct. Si c'est bon, ça a été confirmé. Parfait. Alors, je vais déjà peut-être... donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va présenter les intervenants, faire une démo Silex et à la fin, on fera des petites questions-réponses. Et on vous mettra des liens utiles par rapport à ce qui a été dit. Donc en tout cas, je remercie déjà tout le monde d'être présent et de porter de l'intérêt à Silex. Alors au niveau des intervenants, donc moi je me présente, je suis Brice Martin. Je suis contributeur Silex depuis 2009, depuis sa création. Donc la création, voilà, ça a à peu près 15 ans. Donc c'est un outil qui a été développé par Alexandre Oyo, qui s'excuse de ne pas être là. Il a vraiment eu un problème de dernière minute, mais par contre, il sera un petit peu parmi nous, étant donné qu'il sera sur le chat sous le pseudo Lexoyo. Voilà. Il y aura un petit peu de lui parmi nous. Moi, je suis graphiste web et motion designer. Je fais également du print et je fais de l'intégration grâce à l'outil Silex. Donc, Silex, c'est un outil, c'est un website builder open source, voilà, qui a été développé par Alexandre. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, donc j'aurai Jonas qui est à mes côtés, qui va pouvoir se présenter. Ok. Bonjour à tous. Moi, rien d'aussi prestigieux que Brice, mais je suis freelance dans l'intégration web depuis 1 an maintenant. Et je travaille avec Internet 2000. On va peut-être en entendre parler. Et j'utilise Silex depuis du coup 1 an et demi pour faire mon travail de freelance avec Internet 2000. Donc voilà, donc j'utilise Silex quasiment tous les jours depuis 1 an, grosso modo. Et je te passe la main, Valentin, au cas où. Merci. Moi, c'est Valentin Geffroy. Vous m'avez peut-être déjà vu sur le Slack No Code France, sous le surnom de Supercop. J'étais un peu celui qui tape sur les doigts quand on ne respectait pas les règles. Moi, de base, je suis indépendant. Je suis freelance depuis maintenant 6 ans. Et je suis surtout en fait spécialiste sur Webflow et expert certifié depuis à peu près 2020. Donc, en fait, je fais de l'intégration Webflow pour des entreprises, startups, TPE, PME, en France et dans le monde, même d'une manière globale. Et à côté de ça, j'avais créé en fait Notion Everything, qui était une plateforme type marketplace pour des templates Notion, que depuis j'ai revendu, mais c'est toujours, ça a été un peu, ouais, c'est un peu un bon moyen. J'ai appris beaucoup de choses avec ça. Et donc, d'une manière globale, je suis plutôt dans l'écosystème no-code, que ce soit sur Webflow, mais même Make, Airtable, etc. J'essaie toujours de me renseigner. Et donc, ça m'intéresse aussi de voir ce qui est possible de faire avec Silex pour être toujours un petit peu au courant de ce qui se passe un peu ailleurs aussi dans de l'open source. Ok, parfait. En tout cas, merci d'être venu nous voir aujourd'hui pour discuter de Webflow et de Silex. Donc là, je vais vous faire une démo rapide de l'outil Silex pour voir comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages dans le chat si vous avez besoin de questions. Et toi, Valentin, tu peux me couper à tout moment si tu as besoin d'avoir des infos. Alors, on va essayer de partager mon écran. Voilà. Donc ça, c'est l'interface, c'est le dashboard de Silex. C'est là où on retrouve donc tous nos projets.
Voilà. Et ça, en fait, donc, moi, je tiens à m'excuser. En fait, je suis plutôt côté graphiste, intégrateur, mais je ne suis pas du tout codeur ou ce genre de choses. Donc, il y a des termes que je vais peut-être utiliser qui ne sont peut-être pas très précis, très exacts. Voilà. Donc, j'utilise des termes qui sont assez génériques, en fait. Donc, de ce que je comprends, moi, de mon côté, c'est que Silex, donc ça, c'est le dashboard et ça vient se coupler à GitLab, en fait. Ça fonctionne de pair avec GitLab. Donc là, on retrouve tous nos projets qu'on retrouvera également qui se retrouvent ici, en fait, dans GitLab. Donc voilà. Donc là, j'ai préparé une petite démo. Donc voilà, Silex, l'interface de Silex, ça se présente de cette manière. À gauche, on a des éléments qu'on peut rajouter. Donc des éléments classiques, des containers, des textes, des images, des custom codes, etc. On va retrouver également la page principale, voilà, qu'on pourra éditer. On pourra éditer son nom, tout ce qui est partie SEO, tout ce qui est partie quand on partage la page, les images. Et également, on peut injecter du code qui sera lié qu'à cette page-là. Et on a une partie aussi CMS qu'on verra dans un deuxième temps, dans un deuxième exemple. Là, c'est un exemple qui est statique, c'est-à-dire que on éditera du texte et c'est le texte qu'on verra à la fin. Ça ira pas chercher un CMS externe. On va retrouver donc tous nos calques à gauche. On a un onglet font où on peut rajouter des typos, tout simplement. Et on a une partie, pareil, on retrouve le SEO, mais ça c'est pour le site complet. Donc c'est le SEO du site complet. Et par exemple, si on met du code ici, ça s'appliquera à tout le site et non pas juste à une seule page. Voilà, donc là, l'interface du centre, c'est la partie donc, graphique. On a possibilité d'afficher différents formats pour pouvoir travailler les CSS, sachant que si, par exemple, on se met en mode tablette et qu'on édite du texte ici, par exemple, on va vouloir réduire la typo. On va le mettre en petit, comme ça on verra bien. Donc ça s'appliquera qu'en mode tablette. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique au niveau utilisation. Voilà. Là, je trouve qu'on gagne pas mal de temps à l'utilisation. Donc dans la partie droite, on a donc la partie CSS. Donc on peut soit créer des CSS classiques qu'on pourra réutiliser sur tout le site, soit appliquer du code, mais directement sur l'ID de l'élément. Voilà. Mais la plupart du temps, on crée des CSS, ça permet du coup de les réutiliser sur l'ensemble du site. Et la dernière partie, ça c'est la partie HTML. Donc là, on peut changer les attributs de l'élément, éditer des liens. Et on a aussi, c'est ici que ça se passe, ça sera la partie pour, si on a un CMS externe, on va pouvoir du coup aller chercher nos éléments ici. Donc ça, on le verra tout à l'heure dans mon deuxième exemple. Là, ça ira chercher avec des expressions directement les éléments qu'on aura dans notre CMS. Donc voilà, après on a une partie publication. Voilà. Donc c'est assez rapide, mais on va attendre un petit peu quand même. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Dans la partie publication, du coup, on retrouve à la fois, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la partie GitLab. Donc là, c'est le job qui est en cours. Ça permet d'avoir un œil sur
sur ce qui se passe et à quel moment, du coup, notre publication sera effective, sera vraiment déployée. Ça marche sous forme de job. On peut du coup retrouver après ici. On voit toute la liste de nos jobs. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut du coup avoir un historique de tout ce qui s'est passé. Si on a un problème, on peut revenir assez facilement en arrière avec toute la technologie de GitLab en fait. Donc là, je pense que c'est bon. Et donc là, après, on peut cliquer ici pour voir notre site, l'aperçu du site final, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un... J'étais peut-être un petit peu rapide, mais c'est un aperçu assez rapide du fonctionnement de Silex en mode statique. Donc au niveau de l'interface, je ne sais pas si c'est pareil que Webflow. Moi, je connais pas bien Webflow. Si, bah, tu es à peu près dans la même logique où tu as le système en fait, de Media Query qui te permet de faire de la règle juste pour, par exemple, du desktop, du tablette, etc. Les défauts, c'est que tu choisis pas forcément, mais peut-être que Silex, c'est un peu la logique, tu choisis pas forcément à quel degré ça s'applique. C'est-à-dire que tu peux pas dire, par exemple, que tablette va arriver à genre 1100 pixels, je dis des bêtises. Ça peut être un peu frustrant parce que ce qui fait que tu es obligé de faire du custom CSS pour certains aspects. Mais autrement, tu es sur la même logique. Là où Silex est un peu mieux pensé, que Webflow on leur demande, mais ils font pas trop. C'est la logique là, de ce que tu disais par exemple sur le HTML content, que tu peux rajouter l'élément dynamique. Webflow en fait le fait, mais tu peux pas en fait mettre un texte et par exemple faire un span et dire que le span va être un élément dynamique ou ce genre de choses. Tu es obligé de faire 2 blocs texte d'affilée et ou autrement de le faire en code HTML pur, quoi. Et donc, c'est un peu chiant, on ne cache pas. C'est des petits trucs, des petites améliorations qu'ils devraient faire, mais que en fait, ça fait beaucoup de temps qu'ils ne le font pas. Et ça nous permettrait de quand même gagner du temps ou avoir encore un confort plus. Mais grosso modo, on est sur la même logique, hein. Ok. Là, pour le coup, ouais, comme Webflow, je pense, c'est Silex, on peut choisir du coup nos media query, donc desktop, tablette et en descendant. Et pareil, faire du custom code pour si on veut un changement de font ou de taille de font size, de taille de lettres. Ouais, qu'il soit un peu plus précis peut-être. Qui soit plus précis, on doit passer par du custom HTML du coup. Ouais. Donc ça, c'est la même configuration. Mais en effet, ouais, on peut par contre rendre les données dynamiques ou fixes, donc comme Brice nous a montré tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Parce qu'on peut vraiment, on n'est pas obligé de faire 3 blocs différents, ou 2 blocs différents, pour choisir dynamique ou fixe. Là, on a un même bloc et Ça, on c'est vachement. Vraiment, c'est un petit tip, mais c'est tellement agréable. ça change la vie. Ouais. Ok, donc là on a vu, donc il y a des gens qui sont arrivés. Salut Olivier. Donc là on a vu donc le design, la publication. Ah oui, je voulais aussi vous montrer tout ce qui est custom code. Donc pour ça, je vais peut-être aller sur un autre. Je vais ouvrir un autre site. Donc là, ça va être le site qui est lié du coup à un CMS. Et on va déjà commencer par là. Donc on va avoir le custom code. C'est assez facile. En fait, on va pouvoir... alors, j'avais préparé un exemple. Voilà. Par exemple, dans FormSpree, on peut du coup récupérer juste l'HTML et faire un copier-coller. Donc dans Silex, on va retrouver un outil qui s'appelle Custom Code. Dedans, on peut coller du code. Voilà. Assez facilement. Kaout, tu es encore sur la slide de formulaire? Ah oui, peut-être. En effet. Donc je vais reprendre ce que j'ai fait. Merci bien. Donc là, j'étais sur FormSpree
sous les conseils d'Alexandre, donc il y a Adrien aussi qui est arrivé. C'est un outil en ligne qui génère des formulaires. Donc j'ai fait un copier-coller. J'ai créé, je vais revenir en arrière. J'ai créé donc un custom code. Voilà. Hop. Je vais l'ancien. Donc, custom code, il est là. Actuellement, là, on ne peut pas l'éditer. On pourrait, mais pas directement dans l'interface. Donc, il y a un petit hack, c'est-à-dire qu'on va le sortir d'ici. Et du coup, ça permet d'avoir sous forme de... je vais rafraîchir parce que c'est un petit hack. Ça permet du coup de pouvoir sélectionner après directement les différents éléments et pouvoir les styler facilement. Donc là, on va essayer du coup d'ajouter un petit CSS. Donc là, en gros, avec du HTML brut, tu l'as intégré dans du custom code et ça te les a sortis, ça les a traduits en conteneur dans Silex, grosso modo. Voilà, oui. Ça a détecté le code qu'il y avait et après, ça permet de l'avoir sous forme de calque. Ouais. Alors, on va faire... forme container, par exemple. On va se le mettre en colonne. Oui, et après, du coup, tu as juste à appliquer des classes sur les différents calques qui sont apparus pour styliser et ainsi de suite. Ok, d'accord. J'explique en parallèle pour que ça... Yes. Donc là, je vais remettre un peu style. Ça, je l'avais fait avant, il me semble. Voilà. Une fois que j'ai créé, je peux l'attribuer à plusieurs éléments. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux. Hop. Bon, après, on pourrait vraiment styler tout. Hein. Là, je peux refaire une publication. Ah, donc ça, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai ouvert du coup un autre. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est l'étape juste après les custom codes. C'est l'exemple où on a un silex qui est du coup couplé à un CMS externe. C'est un CMS qui s'appelle Squidex. C'est un CMS open source. Mais l'avantage de Silex, c'est qu'on peut utiliser tout type d'API externe. Donc, on peut utiliser Squidex, mais nous, chez Internet 2000, vous utilisez par exemple, vous pouvez couper du WordPress ou du Directus. Donc, pour ça, c'est vraiment cool parce que c'est assez libre à ce niveau-là. Tout ce qui ressort avec du GraphQL en général. On peut le récupérer, on récupère des API GraphQL et on joue avec les données derrière. Donc là, c'est pareil. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps peut-être parce que c'est un CMS. Donc, je vais vous montrer le CMS en attendant. CMS Quidex, ça se présente sous cette forme-là. On a différents projets. Et du coup, après, on peut créer différents composants. Voilà. Alors, pareil, on crée des titres, des boutons, afficher des dates. Et après, sous forme de contenu, on va retrouver du coup toutes nos pages de notre site. Et dans le global, les éléments qui, eux, sont récursifs, c'est-à-dire le footer, la nav, etc. Donc, on va voir dans un deuxième temps, je pense que ça a fini. Donc là, c'est déployé ici. Donc ça, c'est un site voilà, généré CMS. Et on va retrouver du coup notre petit formulaire ici. Donc là, hop. Bon, bien sûr, après, il faut éditer, customiser un peu le tout.
Et donc, dans FormSpree, a priori, normalement, ça marchait tout à l'heure. Ah bah voilà. Ça fonctionne. Donc ça, c'est un exemple qu'on avait fait, notamment aussi pour peut-être comparer avec Webflow, qui est peut-être plus cadenassé à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est... En termes, tu veux dire de connexion CMS ou en termes de formulaire? Pour les formulaires, par exemple, c'est ça, ça fait intervenir peut-être des plugins ou des choses que tu viens coupler dessus, ou tu peux, c'est assez libre à ce niveau-là. En gros, les formulaires de Webflow, tu as des formes. Le seul défaut, c'est que c'est un peu limité, c'est-à-dire que comme c'est pas un form builder de base, ils ont pas mal de problèmes de spam par exemple avec les formulaires, du fait qu'ils n'ont pas un truc ultra poussé non plus et que c'est pas leur métier en fait, ils ont plus fait ça en mode pour ça. Et puis après, tu as des fonctionnalités limitées, c'est-à-dire que tout va être envoyé vers la même email adresse. C'est très bien en fait quand tu fais un truc simple. Dès que tu veux un truc un peu plus poussé pour une boîte, genre du style, ce formulaire, ça doit envoyer pour les sales, ce formulaire, ça doit envoyer pour l'équipe technique, ce formulaire, ça doit envoyer pour l'équipe, je sais pas, support. Là, en fait, tu es obligé soit de passer par Make, et donc de renvoyer en fonction. Donc Make, c'est un outil d'automatisation. Soit au final, tu passes par un outil externe de formulaire d'un autre form builder. Donc là, on a vu par exemple, comment c'était, FormSpree, je crois, un truc comme ça. Ouais, FormSpree. Oui. En fait, dans l'idée, c'est ça. Moi, j'utilise beaucoup pour mes clients. C'est par exemple, ils ont Hotspot pour une grande majorité. Et donc, au bout, c'est plus simple de mettre du formulaire Hotspot que tu customises, plutôt que de passer en fait par le formulaire de Webflow, qui, comme une grande majorité de leurs éléments, ils font bien le taf, mais c'est basique. Et dès que tu veux aller un peu plus loin, tu te retrouves très vite bloqué, et ça peut être frustrant, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Si vous voulez maintenant, on peut... Alors, attends, on va revenir. Donc là, on a vu ça. Et maintenant, on va voir du coup comment brancher l'API, ce qu'on a déjà un tout petit peu vu. Donc là, c'est donc un projet Silex qui est branché donc au CMS Squidex. Donc Squidex, pour le brancher, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Ça se situe ici. Donc voilà, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, il y a Squidex qui apparaît, qu'on a pu ajouter. Qui utilise du coup le... Ah, bonjour Molly. Oui, je vois que Molly est dans le chat. Ça va chercher du coup le GraphQL. Et donc ici, visiblement, on a été chercher une clé qui doit être disponible sur Squidex, donc dans l'API. Voilà, on voit qu'il utilise GraphQL. Et là, dans sécurité, on va avoir une clé ici qu'on pourra réutiliser et injecter du coup dans Silex. Voilà. Et donc là, nous, pour ce site qui est silex.me, que vous pourrez, qui n'est pas encore en ligne, mais qui est la prochaine version de silex.me, là, ça marche sous forme de module, c'est-à-dire que c'est différent. Chaque calque ici, c'est différents modules qui après pourront être réutilisés pour construire du coup le site. Voilà. Par exemple, la home. Voilà, tout ça, c'est des composants, c'est ce que j'ai appelé modules dans Silex. Et donc, on va chercher différents composants pour créer le site. En gros, chaque page peut avoir utiliser les mêmes composants. Par exemple, si tu as la home page où tu as une héros et une navigation qui amène vers la page numéro 1, là, tu vas pouvoir mettre d'autres composants que tu as déjà créés dans Squidex, donc avec une base de données, on va dire tous les composants vont avoir une base de données différente, mais à chaque fois, tu vas pouvoir réutiliser un même composant sur différentes pages. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Et donc là, on va pouvoir faire un exemple. Là, je suis dans Special Heading sur la Home.
ça va chercher un titre. Ça, c'est la alors, attends, c'est le rich text. Tac. HTML content, voilà. Ça va chercher le texte. On va pouvoir aller rechercher ici. Donc là, on est sur la home. Special headings. Donc là, on va aller chercher pour modifier du texte. Hop. Voilà, ça va être ici. Donc, par exemple, on peut rajouter hop. Sauvegarde. Ce qui est bien fait aussi dans Squidex, c'est on a la gestion des langues qui est assez intuitive, qui fonctionne plutôt très bien. Et donc là, on va pouvoir republier. Hop. Et normalement, ça va nous mettre à jour le texte. Et donc là, si tu cliques sur, par exemple, le typed, là, en gros, on peut avoir tous les champs qu'il y a dans Squidex, c'est ça? On peut naviguer à travers la base de données Oui, mais je pense qu'il faut que je repartage tout l'écran pour que vous puissiez bien voir. Ah oui. Alors, c'est ce que je vais faire. Ce que je me disais. Alors, on va tenter de partager l'écran. Alors, il faut que j'arrête celui-là. Hop. Partage d'écran. Alors, c'est ça. Arrêter l'écran. Partage d'écran, pardon. Hop. Donc là, normalement, vous allez pouvoir voir ce que disait Jonas. En effet, vu que là, on est couplé à un CMS, en gros, ici, Silex, lui, il va afficher tout ce qui détecte de l'autre côté, en fait. Donc, ça va pouvoir nous permettre de trouver, par exemple, dans le type qu'on a ici. Alors, je vais vous montrer comment, au niveau construction, comment c'est fait. Donc là, c'est section... ça s'appelle Special Headings. C'est les schémas. L'avant-dernier de ton... Ah, voilà. Et là, on va retrouver du coup BG Color, Tile, Subtitle, Text. Ça, c'est le nôtre. Voilà. Et donc, ici, on va retrouver Style BG. C'est notre BG Color. Je pense que c'est le nom qui est... BG Color, Style BG, c'est le nom qui est affiché là, on retrouve du coup directement ici. Et du coup, ça permet de ne pas faire d'erreur, de pouvoir tout relier sans devoir taper du code et se dire il y a une faute quelque part et pas s'y retrouver. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Oui, on peut naviguer dans l'arborescence, on va dire, Voilà, de pouvoir construire d'un côté, retrouver de l'autre, faire les liaisons et pour ça, c'est vrai que c'est vraiment bien foutu. Et là, on va retrouver normalement... Mais je ne sais pas si j'ai tapé dans le bon endroit, en fait. Eh si, voilà. Il fallait rafraîchir. Donc, on le retrouve là. Et Alexandre, il nous parle. Alors, bonjour Pierre. Ah oui, il y a eu pas mal de questions. Système de modules comme le CMS HubSpot, ça, c'est comme Webflow. Est-ce que tu connais, toi, Valentin, le CMS HubSpot? HubSpot permet d'avoir un CMS parce qu'ils ont un peu tout fourni. Après, c'est un truc un peu basique, mais dans l'idée, tu as un peu une manière d'un component. Alors, il y a, je pense, deux choses un petit peu différentes. C'est que avec Silex, Webflow aussi le fait, maintenant la majorité des website users, c'est que tu as des composants qui sont préfaits.
Donc, typiquement, une barre de navigation, un hero header, donc je sais pas, un truc où tu auras une image de fond avec du texte dessus. Ce sont des choses qui sont préfaites par le website builder. Et après, tu as les composants que toi, tu vas faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas les créer, tu vas les transformer. Comment je pourrais dire? Dans Webflow, on appelle ça des components. L'idée est que tu vas l'avoir, par exemple, ce component sur plusieurs pages, disons sur une home, sur une page à propos, sur une page contact. Et en fait, dès que tu vas le modifier à un endroit, il va se modifier aux autres endroits. Ça permet d'avoir en fait, de pas devoir aller. Ça, je pense que c'est la même logique. Hotspot, j'ai jamais trop utilisé leur CMS, donc je sais pas si ça va à ce point-là, mais je pense qu'ils ont une logique un peu similaire. C'est juste que le CMS de Spot est ultra limité parce que leur but, c'est plutôt de faire des sites simples. Donc, tu peux faire des trucs un peu complexes avec du blog et tout, mais c'est vraiment fait pour des gens qui n'ont aucune connaissance et donc on se rapproche plus d'un Wix dans l'idée avec du drag and drop et tu fais ta tambouille. Et après, par rapport à ce que disait Alex sur le fait que c'était comme Webflow, oui, on peut dans Webflow, je pense que c'était par rapport au fait que sur Silex, tu peux en fait prendre des blocs et par exemple les relier à ton CMS. C'est comme dans Webflow, c'est juste que Webflow, ils ont une logique où tu es obligé au final d'appeler ton CMS d'abord avec ce qu'on appelle une collection list. Donc tu vas d'abord en fait intégrer ce qu'on appelle une collection list pour signaler grosso modo à Webflow quand tu es sur une page statique que tu vas appeler le CMS. Après tu choisis quelle collection, donc quelle collection de ton CMS tu vas appeler. Donc les collections c'est grosso modo tu as une collection, je sais pas, membre de l'équipe, tu as une collection produit, tu as une collection tout ce que tu veux, tu vois, et tu vas dire ok je vais appeler telle collection. Et de là tu vas pouvoir accéder en fait aux fields, aux résultats un peu que tu as dans cette collection. Et donc après, tu vas pouvoir dire ce que tu affiches, etc. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions, je crois. Mais voilà, si vous voulez rebondir sur autre chose, pas de souci. Non, ok. Ça y est, il y a Alexandre à caisse. Donc oui, on a vu, oui ça donc ça marchait, oui ça s'affiche. Ensuite, on peut peut-être, je sais pas si il nous reste 30 minutes, donc ça va, on a été quand même assez efficace. Au niveau des questions, est-ce qu'on a tout vu? Je sais pas si vous voulez voir d'autres choses. Sinon, on peut après faire une question-réponse par rapport à les différences entre Silex et Webflow. Par exemple. Oui. Ok, j'ai une petite question sur Webflow parce que je suis pas un expert, que j'ai rapidement regardé, mais j'ai pas été regardé profondément à quoi ça ressemblait. C'est le CMS, donc du coup tout ce qui est données, c'est intégré à Webflow? Ouais, complètement. Du coup, on peut pas, par exemple, partir sur autre chose. Quoi, on peut pas avoir un autre CMS à côté pour non, c'est pas vraiment l'idée. En fait, il y a un peu plusieurs choses. C'est que c'est pas vraiment l'idée parce que Webflow va dans une logique où c'est un peu tout en un. C'est un peu comme ce que peut faire Bubble pour de la web app, ce que peut faire même, j'allais dire, du WordPress dans l'idée où tout est compris. C'est juste que WordPress, tu choisis le serveur, tu choisis quand même pas mal de trucs. Mais l'idée étant que tu ramènes avec tout déjà. Que, en fait, le but étant que tu n'as pas justement à se prendre la tête de dire attends, il me faut, en fait, Webflow va juste faire le front et que derrière, il faut que je prenne quelque chose pour le back, etc. On s'adresse quand même plutôt à une cible. De base, Webflow, ça s'adresse aux web designers. Maintenant, ils sont un peu en train de tourner. Ils s'adressent plus soit à marketeurs, soit à des développeurs. Mais dans l'idée, on est sur des gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec des logiques. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que c'est pas que ça change, mais l'écosystème Webflow fait que on a des outils maintenant qui permettent de faire de la web app avec Webflow, qui c'est pas natif à Webflow. Et donc là, dans cette logique-là, Webflow est plus vu comme un front builder, donc un outil qui va te permettre de créer tout ce qui est visible. Et tu vas avoir un autre outil qui va te permettre de faire plus la connexion entre ton front et ton back. Et tu auras Database ou WS. Là, tu es beaucoup plus libre. Mais on n'est pas du tout dans la même logique. On passe de vitrine, on va dire, à la base pour Webflow, qui est vraiment son cœur de métier,
à de la web app ou le e-commerce. Bon, le e-commerce, j'en parle pas parce que Webflow a développé quelque chose, mais je le recommande jamais. Donc oui, on est plus dans une logique comme ça où le but étant, tu te prends moins la tête, tu as un seul abonnement et tu as un seul outil qui te permet de gérer quand même la grande majorité de ce que tu as besoin pour un site vitrine. Ok, donc oui, donc c'est vraiment tout est, on va dire, regroupé plus ou moins au même endroit. C'est ça. Et c'est clé en main pour éviter les dispersions et avoir 3 outils différents. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je pense qu'après Webflow, ils se sont créés en 2013, si je dis pas de bêtises. À l'époque, je pense qu'il y avait aussi une volonté en fait, c'était une volonté de pas forcément aller dans ce que faisait du WordPress et tout, où tu as une grande liberté, mais en même temps, tu peux être un peu perdu en fait quand tu connais pas, parce que ça veut dire qu'il te faut un serveur, il te faut ci, il te faut ça, et tu te perds un petit peu dans tout ce qui est possible, et qu'au final, je pense que, et encore sur WordPress, tu as des possibilités en fait, des sites qui vont juste te proposer un package, c'est pas forcément le plus adapté, mais en attendant, c'est le plus facile. Et je pense que c'était un peu ça. C'était vraiment l'époque aussi qu'il y a eu pendant pas mal d'années des outils qui proposaient tout. Donc, à la manière d'un Webflow, Bubble, un peu pour les gros leaders du no-code, et il y en a eu d'autres. Et depuis quelques années maintenant, on a un peu changé. C'est-à-dire que c'était aussi là. Avant, c'était aussi le côté où beaucoup de sites, beaucoup de formes de sites builders, ils étaient dans une logique de faire du site vitrine. Maintenant, ça a été un petit peu saturé le marché. Tu as énormément de sites builders différents. Donc, l'idée, c'est que je trouve que depuis quelques années, on a un changement. C'est que les nouveaux arrivants, ils ont pas forcément, c'est pas forcément pour faire du site builder, genre type site vitrine, c'est plus pour genre de la web app ou du e-commerce. Et donc là, dans une logique comme ça, tu es plus en fait comme WeWeb, par exemple, en français, qui est un peu connu sur la communauté No Code France, qui est plus une logique de dire, OK, nous, on fait très bien le front et on va te permettre de faire tout, qui a un peu l'aspect logique. Et derrière, on va te permettre de te connecter très facilement à du back. Pour éviter aussi les problématiques qu'ont eu Webflow, qu'a eu Pebble, c'est que c'est très sympa, en fait, très cool d'avoir tout regroupé à un même endroit, mais ça veut dire aussi 2 fois plus de boulot pour eux. Et donc, tu évolues moins vite. C'est plus lourd, en fait, en termes d'architecture. C'est assez complexe. Et tu ne peux pas optimiser comme tu voudrais, tu vois, parce que au final, tu n'es pas spécialisé sur un truc, quoi. Tu es très large. Donc, ouais, c'est un peu ça. Du coup, oui, à terme, c'est moins modulable, on va dire, le Webflow, parce que ils sont plus fermés, quoi, parce qu'ils peuvent pas être sur tous les fronts. De toute façon, tu es sur une techno propriétaire, donc oui, c'est sûr que tu es plus fermé. Après, en fait, c'est un peu. Oui, c'est moins modulable, dans le sens que tu es moins. Ça, c'est sûr que si tu prends un Silex à la même manière que je pense qu'un WordPress, tu es sur une logique où tu vas connecter un peu à ce que tu veux et voilà, tu fais un peu ta tambouille comme tu souhaites. La différence, c'est que Webflow, souvent, à la différence d'un WordPress ou même d'un Select, je pense, c'est que même si tu connais pas, tu vas très vite. En fait, on te lance dans le bain et tu vas construire ton site. Ça va peut-être être moche ou pas, mais dans le fond, en 5 minutes, en soi, tu peux, avec des trucs un peu préfaits et publiés, être un site qui est déjà là. Alors que souvent, avec genre, je pense, Silex ou avec WordPress, l'avantage et le désavantage, c'est que faut configurer ton serveur, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Une fois que tu connais, c'est assez facile. Mais au début, c'est un peu, tu peux très vite te perdre. Et donc, c'est aussi pas au final la même typologie de client. Je pense que Silex, c'était plus une typologie de clients qui veulent garder la main surtout. Alors que Webflow, on est plus sur une typologie de clients qui veulent aller plus vite, on va dire, et qui, eux, sont plus dans une logique que derrière, ils veulent donner ça à des équipes marketing pour qu'ils puissent tester rapidement sans se prendre la tête d'un point de vue technique et sans les perdre. Oui, voilà, ils simplifient, on va dire, c'est plus proche du no-code que du low-code. Du coup, je pense, Ouais. de Bah, ce que j'ai compris. Ouais, l'idée, c'est que c'est quand même un outil no-code à la base. Aujourd'hui, dans la communauté, on se rapproche de plus en plus d'un outil low-code parce qu'en final, les sites web ont vachement évolué. Il y a eu aussi les arrivées de genre GZAP, par exemple, assez connu dans le front, de Lenny Scroll, ce genre de choses, qui sont au final des librairies JS et qui sont donc qui sont pas intégrées nativement à Webflow. Et donc, si tu veux en fait faire des sites qui soient de plus en plus complexes, de plus en plus intéressants aussi d'un point de vue technique ou d'un point de vue design, tu es amené à faire du code, grosso modo. Et donc, l'idée étant que tu fais du code pour dépasser les limites de Webflow.
Donc, on est sur un outil no-code de base et ils se poussent, ils vont dans cette logique-là. Mais leur direction, moi je trouve, se tourne vers du low-code, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse logique maintenant, code justement, permettre que ça soit de plus en plus facile et que aussi il y a une volonté qu'en fait les développeurs vont créer des pages et qui vont de plus en plus pour une prise en main facile de la part du client, en fait, qui touche de moins en moins au côté vraiment technique, design, et qui soit plus à faire des briques de composants que tu as déjà pré-créés, en fait, toi, en tant que développeur. Donc, Ok. ils sont un peu en train de changer là-dessus. Ok. Parce J'ai eu qu'en une effet, question. bah, Ouais. J'ai eu une question aussi au niveau alors de plusieurs questions. Au niveau de la rapidité, il me semble avoir vu passer une question. Ouais, c'est Molly de Interview, ouais. Voilà. Donc en effet, moi je sais qu'au niveau de Silex, c'est vraiment assez bluffant. C'est vraiment très très rapide. Les scores Google Speed, ils sont vraiment très très bons. Du fait du coup de pouvoir vraiment customiser, optimiser à fond le CSS, tout le code des différentes pages. Je sais qu'à ce niveau-là, c'est vraiment bien optimisé. Après, je ne sais pas si au niveau de Webflow, les résultats sont bons. Alors, il y a pas mal de choses. C'est que la rapidité, au final, elle est en partie liée comment je pourrais dire, au site builder, mais moi, c'est un peu la règle des 80-20, quoi, on va dire. C'est-à-dire que 20%, c'est le site builder, 80%, c'est ta façon de construire. Et en gros, vu que Webflow te permet, à l'inverse d'un Wix, à l'inverse d'un Squarespace, tu as une main complète sur comment tu construis. C'est-à-dire que ton HTML, au bout, il peut être très clean parce qu'en soi, ça dépend encore une fois comment tu construis. Et souvent, les rapidités de sites web, il y a quand même quelques facteurs qui sont assez classiques et qui sont les plus importants. C'est genre les images, est-ce qu'elles sont optimisées en termes de taille, en termes de poids? Après, est-ce que tu utilises des vidéos? Et après, ça va être, oui, les fontes. En fait, essayer d'utiliser du WAV2 ou ce genre de choses qui sont des formats les plus, pour le web, les plus légers possibles. Mais ça, c'est de l'optimisation qui est complètement possible avec Webflow. Donc, au final, aujourd'hui, moi, je trouve que la rapidité des sites, bien sûr que Webflow, tu ne seras pas à 100% parce que, en fait, tu charges Webflow, tu charges du jQuery, tu vas charger souvent des fontes, etc., pas mal de choses qui ne sont pas vraiment voulues parce que tu n'as pas une main complète. Mais en attendant, tu as quand même des énormes perfs. Tu peux avoir des perfs excellentes. Après, ça dépend aussi beaucoup du site en lui-même. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'animations, si la page est ultra longue, qu'il y a beaucoup d'images, des vidéos et tout ça, forcément, dans le fond, ça va ralentir ta page. Après, voilà, c'est un peu ce côté choisir entre rapidité et efficacité, on va dire aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on a pu présenter tout ce qu'on voulait sur la page, etc. Donc bon, c'est volonté du client aussi derrière, mais c'est sûr que moi, Webflow, je ne vise pas un 100 sur 100 sur le page speed de Google, quoi, parce que je trouve ça idiot en fait. Et dans Webflow, il y a un système je sais que Silex, il utilise, je crois, j'espère pas dire de bêtises, mais il est couplé à Eleventy qui permet du coup d'optimiser les images. J'imagine sur Webflow, de la même manière, les images sont moulinées et sont optimisées au final. En fait, dans Webflow, tu uploads les images, tu les uploads directement sur Webflow, donc en fait, elles sont uploadées derrière sur leur serveur. Et aujourd'hui, ils ont un système pour convertir tes images. Tu choisis soit en WebP, soit en Navif, qui sont les deux gros, deux gros formats en fait les plus utilisés sur le web. Le WebP, après, il faut voir en fonction. Navif est un peu moins accepté, genre 95%, 93%. Le WebP, c'est à peu près 96% en gros des ordinateurs dans le monde qui vont le lire en fonction de ton browser, en gros, de quand il date la dernière version. Et donc ça permet déjà de drôlement diminuer. Après, il y a un truc sur lequel ils ne gèrent pas parce qu'en fait, c'est un peu aussi à toi de le faire en tant que développeur. C'est la taille des images, dans le sens
vraiment la taille elle-même. C'est-à-dire que si tu mets je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais tu mets un logo, le logo, s'il fait 6000 x 4000, c'est un peu idiot. C'est à toi, en fait, de le diminuer en amont et ça diminue déjà drôlement de poids, en gros. Et après, généralement, tu l'optimises en changeant de format et là, tu as un truc qui fait pas grand-chose en termes de poids. Donc, ils ont un truc natif qui, encore une fois, ils pourraient l'améliorer, faire encore que ça soit mieux. Ça marche très bien pour du statique. Pour du CMS, ça marche, mais c'est un peu plus aléatoire. C'est un peu plus récent qu'ils l'ont mis en place. Mais ça marche quand même bien et dans l'ensemble, c'est important. Parce qu'au final, aujourd'hui, Webflow, un point qu'on n'a pas parlé, c'était au niveau du pricing et tout, mais Ouais, Webflow, c'est un peu complexe à comprendre en termes de pricing. C'est pas les meilleurs là-dessus, mais parce que c'est pas forcément simple. En gros, tu as un pricing qui a une logique de tu payes soit par workspace, tu peux payer ton workspace pour te permettre d'avoir plus de sites, etc. Ça, c'est un aspect. Après, tu payes par site en eux-mêmes. À partir du moment où ton site, tu veux qu'il soit publié sur un nom de domaine personnalisé. Comment il va être juste publié sur un nom de domaine .webflow.io, à la manière de Silex, où ça sera publié sur un nom de domaine GitLab, tu vois. Et en fait, tu vas payer par site et après, il y a une logique un peu d'add-on avec Webflow. C'est-à-dire qu'on a parlé de la localisation tout à l'heure. La localisation avec Webflow, c'est quelque chose qu'ils ont sorti il y a à peu près un an, qui marche très bien. Et le truc, c'est que c'est quelque chose que tu as payé en plus, qui est, en fait, tu as payé un prix par langue. Et en fonction de ce que tu veux faire en termes de complexité, c'est soit 9 $ par langue, mais là, tu as un truc un peu basique qui te permet juste de faire une traduction. Soit c'est 29 $ par langue si tu veux quelque chose avec plus de features. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est genre le fait que le Webflow va détecter automatiquement la langue du visiteur, je pense à travers son navigateur, et donc va rediriger sur la bonne langue. Ils vont aussi permettre de customiser plus facilement. Genre, il y a des trucs en fait que tu peux faire sur sur le plan A29 que tu peux pas faire sur le plan A9. Donc ça, c'est un premier aspect. Et ce qui vient de sortir aussi il y a très peu de temps, c'est tout ce qu'on appelle la bande passante. Donc ton site mange de la bande passante. Et l'idée, c'est que avec ton abonnement par site, tu as comment je pourrais dire, une bande passante qui t'est donnée chaque mois, un quota. En gros, si tu dépasses, il faut que tu payes en fait en plus. D'accord. C'est genre 20 balles, on va dire, par mois, ou 20 balles, en fait, tout simplement, si tu dépasses, pour avoir genre 200 gigas ou 400 gigas en plus, quoi. L'idée étant que c'est d'où l'intérêt aussi d'optimiser au maximum ces sites, parce que si tu as un site qui fait pas mal de trafic, ça va très vite. Ok, oui, Donc, pour pas dépasser la limite, on va dire, et devoir passer sur le truc de paiement. ouais, parce que grosso modo, ils ont offert ça, mais ça reste quand même un peu limité dans le sens que tu peux pas pousser en fait à l'illimité, c'est-à-dire que tu peux acheter une fois, mais voilà, moi je dis que Webflow est très bien pour faire du SEO, ça marche ultra bien, mais quand tu as un site qui fait par exemple, je sais pas, moi j'avais un site quand j'avais Notion Racing, on faisait à peu près 120 000 visiteurs par mois. Bah là, ça devient plus adapté en fait, parce que ils deviennent trop chers, grosso modo. Et c'est plus intéressant, typiquement, si tu veux vraiment faire du SEO pur et dur, plus intéressant de passer sur un WordPress, grosso modo, ou un Silex, typiquement, parce que tu as la main en fait là-dessus, donc tu peux aller chercher toi-même. Tu n'es pas en fait pied émerlier Dépendant, ouais, à ton Webflow provider qui est au final pas pensé pour non plus ça. Et donc là, par rapport à la question d'Alex, le fait de savoir à l'avance combien ça coûte, après, ils sont assez permissifs quand même, Webflow, c'est-à-dire que c'est pas du tout, leur but, c'est pas de te faire payer direct et tout. C'est plutôt, ils vont dire, OK, tu dépasses. Ils ont un système de graphe en fait, que tu as sur ton tableau de bord de ton site qui te permet de savoir qu'en gros, chaque jour, combien tu as utilisé en bande passante. Donc, ça te permet quand même de prévoir un peu. Et après, ils sont un peu permissifs dans le sens où ils vont te dire, voilà, vous avez dépassé sur, genre, par exemple, les 2 derniers mois, on vous laisse encore genre 1 mois, mais après, va falloir prendre quand même un truc, tu vois. Le but, c'est pas non plus qu'ils direct tu dépasses, ils te font raquer, mais ils vont te dire, voilà, c'est que faut faire attention. Et après, en gros, c'est si jamais vraiment tu fais beaucoup de visites et tout ça, tu dois penser sur un plan entreprise. Et donc là, on est même plus du tout sur les mêmes budgets. Là, on parle de budgets qui sont assez colossaux. Donc, ce qui fait que
voilà, là, tu passes à un autre cap, mais souvent, tu passes pas juste pour cette raison-là. Tu passes parce que Webflow est en gros trop important pour que, bon, je peux dire, le site est ultra important pour la boîte. Et donc, ils ont besoin de plus de features, de plus de choses, etc. Webflow Entreprise, ils t'ouvrent ça aussi, quoi. Okay. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau, si tu fais entre guillemets, un gros site pour un client, l'estimation en amont n'est pas évidente parce que les tarifs sont un peu flous et c'est pas évident de dire au client, lui certifier que ça sera ce prix-là. Si, c'est facile. Si, il y a quand même une fourchette assez. Grosso modo, après, tu préviens ton client, mais c'est-à-dire que c'est simple. Tu as 3 pricing, je crois, de base. Si on ne prend pas le plan entreprise, tu as le plan basique qui te permet juste de faire un site basique. Tu n'as pas de CMS. Tu as le plan CMS qui te permet d'avoir en fait le CMS. Et tu as le plan, en fait, ce qu'ils appellent avancé, je ne sais plus, le troisième plan, business, pardon. Et donc là, c'est juste en fait une version du plan CMS, mais en amélioré, on va dire. Tu as plus de bandes passantes, tu as plus de possibilités. Pas forcément plus de features, hein, c'est vraiment juste une logique de. Ils augmentent en fait tes quotas, quoi. Et ça, en fait, c'est un tarif classique au mois ou à l'année, c'est toi qui vois. Le client, à moins qu'il y ait une vraie volonté, mais généralement, c'est quelque chose qui dit en amont, qu'on voit en avant en tant que développeur. C'est genre dire, OK, au final, aujourd'hui, est-ce que ton site, il fait beaucoup de SEO, par exemple, il fait beaucoup de visites? C'est un premier point. Est-ce qu'il y a une volonté de faire pareil ou aller dans cette direction-là? Et donc, dans ces cas-là, bah, en fait, il faut juste prendre en compte cette partie-là. C'est-à-dire que peut-être que dans les 6 prochains premiers mois, ce ne sera pas trop problématique parce que c'est le temps que le SEO se fasse. Par contre, tu arrives à un certain moment où là, ça va peut-être devenir problématique parce qu'au final, tu vas dépasser les quotas. Et donc, il faut juste le savoir, quoi. Et après, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de la prévention. Après, de toute façon, un site, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu fais un site et après, ce site, il va évoluer, il va changer au fil du temps. Donc, en fait, bah, tu adaptes en fonction des besoins du client. C'est pas mal de choses que des fois, tu peux anticiper, des fois que tu ne peux pas anticiper. Bah, en fait, on fait en fonction d'eux, quoi. Ok. En fait, pour résumer, si on fait un petit comparatif Silex Webflow, et tu m'arrêtes si j'ai des bêtises sur Webflow, mais quand moi je laisse cette image dans la tête de Webflow, ça se rapprocherait plus d'iOS Apple, où c'est plus verrouillé, même si, comme tu le disais tout à l'heure, ça se tend à s'ouvrir un peu plus, avec mais beaucoup plus facile pour rentrer dedans, parce que comme c'est plus verrouillé, il y a moins de quoi. C'est plus le no-code fait que no-code, un peu plus low-code maintenant, mais le no-code permet de se débrouiller facilement, peut-être, de pas trop se perdre, ou c'est un peu sur des rails. C'est plus, mais dans l'idée, ouais, iOS et Android, en fait, l'idée, c'est que tu es sur un écosystème fermé. Donc, tu as accès à des features et tout ça, mais grosso modo, iOS, les applications, il y a ça, mais il faut qu'ils acceptent, grosso modo, un peu comme tu me dirais, un peu comme Google. Comme Google, comme Android. Mais l'idée étant que tu es dans un écosystème qui est oui, assez fermé, qui est plutôt pensé pour un genre des gens qui ont l'habitude, par exemple, d'utiliser Figma ou autre. Et en fait, c'est vraiment pensé pour l'utilisateur, c'est-à-dire que certes, il a moins de possibilités, mais en fait, on a un chemin qui est tout tracé pour ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est assez simple à comprendre. Android ou même d'une manière globale, l'open source, si on prend même plus en fait iOS et genre même limite Linux si tu veux, t'es plus au final, voilà, t'es un peu dans cette ordre de comparaison là, c'est pas vrai à 100%, mais je pense que Silex se rapproche plus d'un Linux dans l'idée avec un côté plus open source, que tu as une main en fait plus complète sur ce que tu veux faire. Et puis c'est toujours le même truc, c'est en fonction du projet, des fois c'est très adapté pour certains projets, des fois beaucoup moins, en fait, ça sera overkill en termes de ce qu'il faut mettre en place et tout pour un projet qui n'a pas besoin d'autant. Donc, voilà. Et puis après, c'est des outils qui évoluent. Webflow ne se tend pas à s'ouvrir. En fait, j'irais plus que Webflow, ils ont plus une tendance ils s'adaptent donc au marché. Et donc, c'est-à-dire que c'est un acteur qui est important, mais qui n'est pas non plus un mastodon, un monstre dans son milieu. Hein. Ils ne détiennent pas beaucoup de parts de marché encore aujourd'hui. Ça marche bien, mais voilà, c'est un petit acteur au final de l'écosystème quand tu regardes par rapport à du WordPress ou même du Wix ou autre.
Et en gros, c'est un peu ce côté où ils regardent aussi les concurrents, c'est-à-dire que il y a 2 ans à peu près, ils ont eu Framer qui est arrivé sur le marché, qui est un autre concurrent qui est très ciblé pour les designers. Et en fait, ils leur ont fait vraiment une concurrence frontale. Mais Framer est arrivé, comme ils sont plus récents, bah, ils ont des technos qui sont aussi plus récentes, parce que Webflow a, je pense, une des techniques qui est un peu lourde. Ils l'ont beaucoup bossé dessus, mais je pense que c'est quand même lourd. Et ils vont beaucoup plus vite à itérer Framer, parce que c'est beaucoup plus récent. Et donc, ils ont une logique qui se rapproche énormément de Figma, à l'inverse d'un Webflow, qui a une logique plus classique de développement web. Et en gros, c'est aussi pour ça que Webflow, je pense qu'ils tergiversaient depuis quelques années. Ils ont bien, en fait, ils ont bien changé de cap et ils ont dit, OK, on va plutôt dans une logique maintenant marketeur-développeur. Et en gros, je pense qu'ils laissent d'une certaine façon à Framer ou à d'autres acteurs le côté plus designer. Parce que en fait, on ne s'adresse pas non plus à la même typologie de client. C'est-à-dire que Framer, typiquement, ou autre, ça va être très bien pour des petits sites. Par contre, dès que tu veux des sites un peu plus complexes et autres, bah, Webflow va le plus être adapté parce qu'un CMS plus robuste, pas mal d'aspects comme ça. Donc voilà, ça évolue aussi en fonction du temps, mais la comparaison qu'on a fait, moi je trouvais assez juste, genre iOS, Linux, si tu veux. Genre voilà. C'est libre à chacun après en fonction de ce qu'on aime, est-ce qu'on a envie de taper aussi de la technique et autres, quoi. Oui, bien sûr. Eh bien, nous sommes arrivés, j'ai l'impression, à l'heure de fin. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je pense que là, il est 14h. Je ne sais pas s'il y avait une autre émission derrière. Je ne crois pas. Je ne crois pas, donc ça va, on a le temps de se dire au revoir. Ah bah ça va. Ok, bah on a vu à peu près tous les aspects. Ah bah c'est bon, il n'y a rien derrière. Bon, bah ça va, je vous ai pressé pour rien. Non, bah, Désolé d'avoir un peu coupé le truc. Oui, aussi au niveau, je crois, de la communauté, au niveau de la documentation, Webflow s'est bien renseigné. Il y a une communauté qui est assez efficace. Mais il me semble que Alexandre m'avait dit également que la doc Webflow est assez compatible avec tout ce qui est utilisation de Silex. Il y a pas mal de... Sur pas mal d'éléments, quoi, sur deux domaines. Bah, en fait, dans le fond, la doc Webflow, on se rapproche de sites faits classiquement, HTML, CSS, une brique de soit du jQuery, soit du JavaScript. Je voyais que jQuery n'avait pas été trop kiffé en chat. jQuery, j'aimais pas trop, et au final, moi, je toujours trouvé que c'était une librairie qui était en train de mourir. Au final, ils ont fait une mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Tout le monde était surpris, tout le monde pensait que ça allait juste clamser, et au final, c'est revenu un peu sur le devant. En fait, jQuery a genre des avantages que JavaScript n'a pas, on va dire, et inversement, donc ils se complètent. Mais tout ça pour dire mince, la doc. Oui, la doc, pardon. La doc, en fait, on est aussi sur l'apprentissage du web, hein, d'une certaine façon. Genre, qu'est-ce qu'un du HTML, dans le fond, qu'est-ce que du CSS, comment ça fonctionne, etc. Et donc, si tu as un outil, tu vois, Silex, qui fonctionne aussi avec une logique de classe, etc., CSS, bah, dans le fond, tu vas te trouver, quoi. Tu n'auras juste pas la même interface, mais encore, l'interface se ressemble déjà pas mal. Donc, au final, tu auras beaucoup de trucs qui seront communs. Moi, je pense que je passe à un Silex, je pense qu'il y aura plein de points communs que je vais trouver avec Webflow. Oui. Donc, et ils ont en fait, Webflow est connu et a été connu pour ça pour très longtemps. Ils ont une doc qui est très complète, ils ont beaucoup de vidéos tutos, etc. C'est un peu une des références, on va dire, dans le milieu du no-code pour ça. Une doc qui est ultra complète et qui fait que bah, tu trouveras souvent ta réponse à ta question soit dans la doc, soit dans des forums. Il y a une grosse communauté, etc. Et donc là-dessus, ça c'est vrai qu'il y a une communauté qui est très active et donc c'est agréable aussi d'utiliser un outil où tu sais que tu vas pas non plus être bloqué forcément à certains endroits parce que tu pourras toujours demander de l'aide. Ah ouais, c'est clair. Bah, c'est pas au même titre que WordPress, c'est bien répandu parce qu'il y a énormément de docs et on sait toujours qu'on peut se débrouiller, trouver une solution, quoi. On reste pas tout seul. Comme il y a beaucoup d'utilisateurs aussi, ça aide pour les forums et il y en a qui posent des questions, il y en a d'autres qui y répondent et du coup ça fait un effet de masse, on va dire, et il y a beaucoup de réponses aux questions que tu te poses et que tu ne t'es pas encore posé, je pense. Oui, complètement. Yes, oui. Bien, voilà. Il y avait un dernier point, mais
Ouais, c'était tout ce qui était preview. Actuellement, Silex, il n'y a pas une preview, c'est en cours de développement, une preview directement sur la scène, alors que Webflow, a priori, il y a ce système de voir en direct les modifications. C'est ça que tu effectues. Ouais, complètement. Bah, ça, c'est vrai que c'est clairement, hein, autrement, ça serait ultra chiant de devoir. Je dis pas que XCX est chiant dessus, mais tu as vraiment cet aspect où tu vois tout ce que tu fais. Les seuls aspects que tu vas pas avoir, c'est si jamais tu veux faire du JS et que tu as besoin qu'en fait le code, le JS n'est pas, comment dire, ne se lance pas, en fait, tout simplement, ne fonctionne pas directement dans ta preview, parce que c'est fait aussi pour éviter des hacks et compagnie. Le CSS va fonctionner à l'inverse. Genre, si tu fais du custom CSS, aucun problème, il va le comprendre et tout. Par contre, le JS, non. C'est les seuls aspects un peu chiants quand tu dev avec Webflow. C'est cet aspect que si tu fais pas mal de JS, au bout d'un moment, tu es obligé de beaucoup de push ton site, beaucoup de le pusher en live pour voir au final derrière si ça fonctionne ou pas ce que tu as fait. Ouais. Donc, généralement, tu bosses beaucoup. Il y a des outils qui, aujourd'hui, il y a pas mal de logique quand tu fais beaucoup de code, c'est soit tu te mets par exemple avec un Gitbook en connexion et tu fais vraiment un setup de dev avec limite du localhost et compagnie. C'est juste que ton localhost, c'est Webflow, mais avec du hot reload et tout le merdier. Donc tu peux faire ça. Il y a des outils aussi qui te permettent avec des bouts de script, grosso modo, et en fait tu vas coder sur l'outil. Et lui, tu vas dire sur quelle page ça doit s'activer ou ce genre de choses. Et en fait, après, tu as juste à aller sur la page en question sur Webflow. En live, hein, je parle pas du tout sur la preview haute. Et en fait, ça va le lancer parce que ça va appeler le script, etc. Donc ça, c'est des aspects autres qui ont permis de détourner un peu l'aspect un peu chiant de Webflow qui était développé, que tu dois lancer en live et que le problème, c'est que oui, c'est pas de problème quand tu bosses sur un site qui fait 5 ou 10 pages. Le problème, c'est que moi, des fois, je fais des sites Webflow qui ont 800, 900, 1000 pages, voire plus. Là, tu repouches tout le site, donc ça prend une minute, des fois 30 secondes à une minute, parce qu'il te republie tout, il ne te republie pas forcément que la page en question. Là, c'est très long, parce qu'en fait, des fois, tu veux juste faire des tests. Donc, c'est un peu chiant, mais bon, malheureusement, ça fait partie du lot, parce que des fois, tu changes tes classes HTML, pas tes classes, mais ton structure HTML ou tes classes CSS, et donc là, dans tous les cas, tu es obligé de repoucher. Donc, ça demande juste un peu de pratique pour, on va dire, optimiser, on va dire. Si tu fais tout ton HTML, CSS d'avance, tu publies et après tu vas tout tester en console pour voir si ton JS fonctionne, machin. Et une fois que tu as validé, hop, tu le fous sur ton Webflow, pas de problème. Mais bon, ça, c'est des petits trucs que tu apprends au fur et à mesure à la dure, on va dire, mais ça va quoi. Oui, à savoir comment optimiser ton temps et ton travail pour arriver à ta Exactement. finalité, mais voilà. Mais ça, dans l'ensemble, c'est chouette. Après, l'aspect qui peut être un peu. Qu'ils ont développé avec Webflow, que vous avez peut-être avec Silex, c'est ce qu'on appelle les pages, en fait, que tu as par exemple dans le branching plutôt, ça s'appelle comme ça, que tu peux avoir dans GitHub, dans GitLab et compagnie. L'idée où tu vas en fait bosser sur une branche différente de ta main branche, quoi, ta branche principale. L'idée est donc que tu vas faire des modifications et que ça ne se verra pas forcément en live et qu'ils peuvent toujours continuer de pusher en live, que toi, tu peux faire ta vie. On n'a pas ça sur Webflow en normal, on va dire, quand tu payes les abonnements. En entreprise, ils ont ça. Tu peux faire ce qu'on appelle du page branching, donc qui te permet de vraiment avoir ce côté où tu peux taffer sur une page. Ça va être un peu emmerdant quand tu fais de la refonte de site ou que tu fais de la modification de sites qui sont déjà actuels, qui sont déjà live. Et qu'en gros, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, des fois, tu es obligé de dupliquer la page sur laquelle tu dois bosser pour au final d'abord taffer sur celle-là, valider avec le client pour au final après prendre le contenu et le remettre sur l'autre page. Parce qu'en fait, lui, il doit continuer des fois de publier des blogs, des choses, des modifications. Et donc, c'est un peu un jeu des fois là-dessus, de timing, d'avoir avec le client pour éviter qu'il te fasse un gros push alors que tu as modifié 5 pages différentes et que tu es genre ah, super, je dois revenir dans le temps pour remettre à bon et pour moi récupérer après tout mon doc, tu perds du temps. Mais bon, ça c'est le jeu, malheureusement, je dirais, et même les devs en eux-mêmes ont ces problématiques-là, hein, qui ne sont pas forcément pratiques des moments. Mais bon, ça fait partie du jeu, faut connaître un peu. Donc au final, tu te formes pas mal au dev, hein, dans le fond. Hein, c'est à toutes les bonnes pratiques aussi, etc. Tu utilises des frameworks, tu as toutes les mêmes logiques à force. Quoi. Oui, je pense, ouais. Yes.
Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que nous avons, je mets ça dans le chat, une newsletter. Vous pouvez vous inscrire pour avoir des infos sur l'évolution de Silex. Je vous ai mis également des liens utiles que je vais essayer de copier dans le chat pour avoir les liens cliquables. Si c'est cliquable dans le chat, je ne sais pas. Et également, donc, merci de nous avoir suivis. Et donc, il y a la prochaine émission, ce sera demain midi. C'est le no-code pour les assos. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Encore merci, Valentin, de nous avoir rejoints et de nous avoir apporté tes lumières donc, sur Webflow et sur la pratique en général. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, ciao.